du Fouta, dans une région qui était particulièrement relativement conservatrice, où on n'encourageait pas les filles à aller à l'école. Aujourd'hui, si on me dit qu'à Mamou, le plus fort taux de représentativité des filles sur le plan national est enregistré à Mamou, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Pourquoi on insiste sur l'éducation des filles ? Parce que vous savez, si une fille atteint le niveau du certificat d'études, ses enfants iront plus loin qu'elle, donc iront plus loin que le certificat d'études. Je souhaite aux enfants, disons, bonne chance. Le bac, ce n'est pas un concours, c'est une épreuve d'inventorier et d'évaluer le niveau de connaissances acquises pour pouvoir permettre, disons, d'aller dans l'enseignement supérieur. Au-delà de leur détermination, ces élèves plaident pour une révision de temps de composition. Ça se déroule bien, mais de tout ce qui me touche le cœur, que je n'ai pas pu recopier sur la feuille directement, ça se trouve sur mon brouillon. Je n'ai pas eu le temps de recopier tout ça. Le temps était trop petit pour nous. En prenant part personnellement au lancement des épreuves dans la région de Mamou, le Premier ministre Amadou Ouriba réaffirme l'engagement du gouvernement à promouvoir des examens crédibles et équitables. Au compte du bac unique session 2025 à Conakry, c'est la gouverneure de la ville qui a procédé dans la commune de Kaloum à l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets. Un examen qui a connu aussi la forte mobilisation des délégations spéciales. Les échos dans la ville de Conakry avec Moussa Bangoura. Comme partout dans le pays, à Conakry, le baccalauréat unique session 2025 a été lancé partout dans les 13 communes de la capitale. Cadres de l'administration publique, autorités locales, à tous les niveaux, étaient tous mobilisés. Après le lancement des premières épreuves, d'utiles conseils ont été prodigués aux candidats. Il a été instruit à tous les responsables, à tous les niveaux, de prendre leurs responsabilités parce que les examens cette année sont placés sous le signe de la responsabilisation. J'ai eu à leur donner des conseils, de ne pas surtout paniquer. C'est un examen comme tout autre examen. De lire bien les questions, de les comprendre avant de passer aux réponses. De ne pas être anxieux, ne pas se stresser. Et c'est comme ça qu'ils pourront donner des réponses adéquates. Dans 72 centres d'examen, toutes options confondues, pour ces évaluations, 31 022 candidats, dont 15 234 filles, affrontent ces épreuves dans la capitale Conakry. Je sais qu'il ne peut pas donner ce qu'on n'a pas fait en classe. Donc le mieux c'est de se concentrer sur soi-même, compter sur soi-même et d'éviter toutes sortes de fraudes. Cette évaluation qui couronne la fin de cycle de lycée, je pense que si on a bien appris de la 11e année jusqu'en terminale, il n'y aura pas de problème parce que nous sommes dans les programmes et c'est pourquoi j'invite les candidats à partir de maintenant d'être sereins et avoir confiance en eux-mêmes. Responsables éducatifs, délégués scolaires, encadreurs et services examens sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce concours national. On les a souhaité bon courage en espérant qu'on obtiendra le meilleur résultat. C'est une compétition nationale, chacun doit se battre. Et voilà, ils sont l'avenir du pays et nous comptons sur eux et ils doivent pouvoir nous honorer et honorer les parents. Depuis 3 ans, les lauréats guinéens qui quittent notre pays pour le Maroc, pour la Tunisie, ils méritent. Cela veut dire que le mérite prônés par les autorités éducatives, par les autorités de la transition, sont respectés à la lettre. Et ça, c'est de façon irréversible. Pour cette première journée, aucune fausse note n'est signalée. Tout se passe dans le calme et la sérénité, comme souhaité par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il faut rappeler que le mot d'ordre de cette année porte sur la rigueur, la transparence et la sérénité. Dans l'arrière-pays, les autorités administratives et éducatives de cette région se sont mobilisées pour garantir le bon déroulement de ces épreuves dans leur localité. Reportage Ibrahima Woulen Fofana.
Voix a été donnée au lycée d'Andaya. Une forte mobilisation des autorités administratives et éducatives marque le début de ce baccalauréat. Comme dans le reste de la région, toutes les dispositions sont prises pour un examen sans faille. L'épreuve d'anglais a ouvert le bal. Depuis le début, aucun incident n'a été signalé et nous souhaitons que le bac aussi se passe de la même manière. Et cette année, nous avons 2201 candidats au baccalauréat, 310 filles reparties dans 10 centres. On a passé toute l'année à se préparer, à réviser, à suivre les professeurs. Oui, je suis prête. À l'Abbé, ils sont 1447 candidats, dont 726 filles reparties dans 14 centres, y compris les établissements franco-arabes. Nous voulons, n'est-ce pas, cette année, un examen crédible, responsable, la transparence. Donc c'est pour cela d'ailleurs le ministre Jean-Paul Sidi a beaucoup insisté, non seulement sur le professionnalisme, sur la transparence, sur la responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués dans ces examens nationaux. Direction Mamou, la ville Carrefour. C'est au lycée-collège El Haj Aboubakar Doucouré que le gouverneur, entouré des acteurs du système éducatif, a lancé la première épreuve. Au niveau de Mamou, nous avons 477 candidats au total, dont 221 filles qui sont reparties dans 3 centres. Durant toute l'année, on est en train de sensibiliser les différents acteurs par rapport au processus. Donc tous les acteurs ont reçu suffisamment d'informations par rapport à leur rôle et responsabilités. Dans la région de Boké, 4291 candidats, dont 1816 filles, sont inscrits. L'école du centre a servi de cadre au lancement officiel. Tout se passe bien parce que les sensibilisations ont été faites avant le lancement des épreuves. C'est pourquoi cette année, il n'y a pas eu de fraude au niveau régional. Que ce soit au CE, au BEPC, et nous souhaitons aussi que le baccalauréat aussi se passe dans les meilleures conditions. À Zérékoré, dans la région forestière, plus de 7200 candidats, dont 2600 filles, sont en lice. C'est dans un climat calme et serein que les autorités ont lancé la première épreuve au lycée-collège général Lansana Conté. Nous avons au niveau de la région un total de 7288 candidats, dont 2670 filles, 24 centres. Dans la savane guinéenne, la mobilisation est tout aussi forte. 10 703 candidats, dont 3285 filles reparties dans 31 centres d'examen, affrontent les épreuves. Les enfants sont déjà sensibilisés. C'est notre relation. Donc depuis l'amont, nous avons commencé déjà à les sensibiliser par rapport à l'assistance de tout document. Enfin, à Kindia, la ville des agrumes, c'est au lycée franco-arabe que les épreuves ont été lancées. Les consignes sont respectées par tous les acteurs, les candidats, les encadrants et les responsables. Le baccalauréat unique, session 2024-2025, s'étendra sur 4 jours. 7 matières à affronter pour décrocher le précieux sésame vers l'université. Une étape décisive pour des milliers de jeunes Guinéens en quête d'avenir. Dans l'actualité encore, parlons de ce retour de la Guinée sur la scène internationale. Des réformes internes sont engagées sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Depuis septembre 2021, le pays est engagé sur la voie d'une transformation audacieuse portée par une vision claire de souveraineté, de modernisation et de justice sociale. Cet éditorial réalisé par la DCI revient sur les grandes lignes de cette refondation nationale et diplomatique qui redonne à la Guinée sa place légitime dans le concert des nations. Fatoumata Kourouma. Le 5 septembre 2021, la Guinée s'est engagée dans un processus de transformation profonde et assumée. Sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le pays opère une refondation audacieuse, rompant avec les pratiques anciennes pour ouvrir une nouvelle ère de souveraineté, de modernisation et de rayonnement international. Sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est désormais une nation debout,
où le peuple est en marche et le triptyque social, économique, politique s'est imposé comme ligne directrice. Le Front social érigé en priorité connaît des avancées concrètes. Amélioration des conditions de vie, revalorisation des carrières et actions ciblées en faveur des plus vulnérables, entre autres. Cette dynamique de renaissance repose sur une gouvernance fondée sur la rigueur, la responsabilité et l'engagement pour le bien commun. Elle redonne à la Guinée sa voix, sa dignité et sa place sur l'échiquier continental et international. Désormais, la Guinée n'est plus spectatrice du monde. Elle en devient une actrice influente, anticipant les enjeux, affirmant sa souveraineté et proposant des solutions. Sous le magistère d'un homme d'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la Guinée déploie une diplomatie dynamique, affirmant avec force sa souveraineté sur la scène internationale. Dans un contexte géopolitique mondial marqué par des incertitudes, la Guinée fait entendre une voix forte, singulière, celle d'un État souverain, attaché à la paix, à la coopération équilibrée et à la prospérité partagée. Sous l'impulsion du président Doumbouya, la diplomatie guinéenne est en pleine réinvention, fidèle à ses principes, mais tournée vers l'efficacité et les partenariats gagnant-gagnant. Les visites récentes du chef de l'État au Rwanda, au Gabon et en Côte d'Ivoire symbolisent cette nouvelle dynamique internationale. À chaque étape, le général Mamadi Doumbouya a porté la vision d'une Guinée ouverte, solidaire et ambitieuse. L'invitation officielle à l'investiture du président gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué un moment fort de cette diplomatie proactive. Le geste hautement symbolique du flambeau de l'espoir reçu à Libreville témoigne de la reconnaissance croissante de son leadership panafricain. Le chef de l'État incarne aujourd'hui une Afrique debout, responsable et souveraine. Ce leadership est reconnu par ses pairs. Le président Alassane Ouattara a récemment salué la vision stratégique de son Excellence Mamadi Doumbouya, notamment à travers le programme Simandou 2040, perçu comme une feuille de route structurante pour un développement durable, responsable et porteur d'avenir. À travers cette diplomatie d'influence, la Guinée renforce ses liens avec les États frères, mais aussi avec les institutions multilatérales, consolidant sa posture d'acteur de stabilité régionale et de coopération constructive. Le rayonnement international de la Guinée est indissociable des réformes internes qui la projettent vers une nation moderne et inclusive. La politique extérieure du pays trouve un écho dans des réformes internes ambitieuses. Le projet Simandou et sa déclinaison, le programme Simandou 2040, en sont l'illustration la plus éloquente. Ce méga-projet ne se limite pas à l'exploitation minière. Il intègre des volets ferroviaires, portuaires, industriels et énergétiques avec une vision intégrée de développement économique et territorial. Les avancées dans le domaine des infrastructures routières se traduisent par des chiffres éloquents. Depuis septembre 2021, plus de 1000 km de routes sont bitumées, 234 km de voiries urbaines et 1400 km de routes rurales ont été réalisées. Les infrastructures structurantes, comme les échangeurs de Kagbe, de Bambeto, les ponts de Tanene ou de Sumba, témoignent de la volonté présidentielle de désenclaver le territoire et de doter le pays d'infrastructures modernes, durables et inclusives. Sous la direction éclairée du général Mamadi Doumbouya, les infrastructures routières ne sont plus un luxe, mais un droit. Elles constituent un outil d'unité nationale et de justice territoriale. Partout, les chantiers se multiplient. De Conakry à l'arrière du pays, l'État agit. Au-delà des pierres posées, des ponts et des échangeurs érigés, c'est une méthode qui se dessine.
celle d'une gouvernance de résultats portée par une vision claire, une équipe mobilisée et un président à l'écoute. Le général Mamadi Doumbouya, par son leadership visionnaire, sa sobriété et son sens du devoir, imprime une nouvelle ère. Son empathie, cette bienveillance en action, confère à sa démarche une dimension humaine qui touche et rassure. La refondation ne s'arrête pas aux infrastructures, elle touche aussi au cœur de la gouvernance démocratique. Le 14 juin 2025, la création de la Direction générale des élections DGE a marqué une étape historique vers des scrutins crédibles, transparents et inclusifs. Cet organe neutre, professionnel, doté d'un ancrage territorial fort, aura pour mission la digitalisation du processus électoral, la révision du fichier électoral biométrique et la sécurisation des opérations de vote. Cette avancée s'inscrit dans un chronogramme de refondation en 10 étapes, visant un retour progressif à l'ordre constitutionnel, avec comme point d'orgue l'élection présidentielle à venir. Ces multiples initiatives du chef de l'État en faveur du peuple souverain de Guinée suscitent une mobilisation populaire remarquable à chacune de ces rencontres de proximité avec les citoyens. Les foules, massivement réunies, témoignent souvent d'un soutien fort à sa vision et à ses actions. Le peuple reconnaît en son président un homme de parole et d'action. Cette adhésion populaire illustre un espoir retrouvé et une confiance renouvelée en l'avenir du pays. Sous le magistère du général Mamadi Doumbouya, la Guinée incarne une trajectoire de transformation assumée. Elle ne quémande plus sa place, elle l'impose par sa vision, sa rigueur et son action. Son retour sur la scène africaine et internationale est le fruit d'une stratégie mûrie, d'un engagement profond pour la souveraineté, la paix et le développement partagé. Loin des slogans et des mirages politiques, la Guinée agit, elle construit, elle inspire. Oui, la Guinée change et ce changement est le résultat d'un cap clair, d'une méthode rigoureuse et d'une volonté politique affirmée. C'est dans cette dynamique que le pays s'engage, main dans la main avec son peuple, vers une république forte, juste, prospère et respectée. Parlant toujours de diplomatie au ministère des Affaires étrangères, ce lundi, la semaine commence par une série d'audiences. 4 pays ont été reçus successivement par Dr Mouri Sanda Kouyaté, des représentants diplomatiques déterminés à collaborer avec la Guinée. Makeme Donzo. Ce lundi est un véritable ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Dr Mouri Sanda Kouyaté a d'abord reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée. Une rencontre détendue pour faire le point sur le niveau de coopération entre la République de Guinée et le Royaume chérifien. 2 pays qui doivent la force de leur amitié au premier leader. Nous avons eu un échange fraternel comme d'habitude avec M. le ministre des Affaires étrangères pour examiner les moyens de raffermir et de renforcer davantage notre relation bilatérale, historique. Nous avons beaucoup de projets qui sont dans le pipe, comme on dit, avec notamment des visites de haut niveau. Donc nous avons eu l'opportunité d'échanger sur ces points et de discuter des moyens de renforcer davantage notre partenariat. Le chef de la diplomatie guinéenne a ensuite reçu, à sa demande, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Une visite périodique pour voir dans quelle mesure renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines de développement. Washington et Conakry espèrent poursuivre cette belle dynamique pour le bonheur de leurs populations respectives. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un honneur d'être toujours ici pour en fait grandir notre relation bilatérale sur plusieurs domaines pour combattre migration illégale,
pour encourager les Guinéens de construire le pays de vos rêves et aussi pour l'investissement américain. On veut encourager encore l'investissement américain de $1 milliard. Aussi, on a une très bonne collaboration. On a vu que la Guinée n'est pas sortie sur une liste de sanctions pour les visas et tout ça. Et vraiment, c'est à cause de notre bonne compréhension, notre bonne relation. Et vraiment, nous adorons la Guinée. Et nous voulons tout le monde réussir ici en Guinée. Dans la foulée, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran a sollicité une audience auprès du chef de la diplomatie guinéenne. Les deux personnalités ont passé en revue la situation conflictuelle qui secoue le Moyen-Orient. Une occasion pour Dr Morisanda Kouyaté de rappeler la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et la position de la Guinée concernant un monde qui promeut des valeurs de paix et d'humanité. J'ai rencontré le ministre Dr Morisanda Kouyaté, avec qui j'ai échangé sur la situation qui prévaut dans mon pays, l'Iran. Comme tout le monde le sait d'ailleurs, c'est une agression que nous subissons et nous nous défendons selon l'article 51 des Nations Unies. Nous demandons à la communauté internationale de condamner cet acte. Le ministre nous a dit que son pays travaille à trouver les voies et moyens pour la pacification du Moyen-Orient. Nous restons derrière cette déclaration car c'est une situation qui exige des efforts de la part de tous. Enfin, ce fut le tour de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République de Guinée d'être reçu. Une audience d'adieu après plusieurs années de bons et loyaux services au service de la coopération guinéo-belge. Certainement, la Guinée va me manquer. Il y a beaucoup de choses qui vont me manquer ici et je prendrai avec moi d'excellents souvenirs de la Guinée. On a effectué au niveau du ministère des formations de diplomates guinéens qui était très intéressant et une belle réussite et aussi le projet de coopération à travers l'Agence belge de développement ENABEL dans plusieurs domaines. Toutes ces audiences illustrent la bonne santé des relations bilatérales entre la République de Guinée et ses pays. Le chef de la diplomatie guinéenne a transmis au chef d'État de ces différents diplomates les situations fraternelles et distinguées du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. À l'occasion aussi de la fête nationale de la Fédération de Russie, un orchestre de ce pays a mis à séjourner en Guinée pour un concert et des échanges avec les étudiants et cadres de l'Institut supérieur Mori Kanté de Dubreka. Parmi les invités, notre reporter Mohamed Trouakamara, dont voici son compte-rendu. Suivez. Les Étoiles montantes est le nom de ce trio musical qui vient de Moscou. Regina au violon, Yana au piano et Valérie au ténor. C'est à l'occasion de la fête nationale de la Russie que cette organisation a eu lieu dans la chancellerie de l'ambassade de Russie en République de Guinée. Une occasion pour le diplomate de magnifier les liens d'amitié et de coopération qui réunissent les deux pays. Au cours des dernières années, notre coopération avec la Guinée dans le domaine de culture et des arts a connu un développement remarquable. En 2023, un mémorandum a été signé entre le ministère de la Culture de la Russie et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée. Les échanges entre les universités des arts de nos deux pays se développent progressivement. En particulier, cette année, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka et l'Université russe des métiers d'art traditionnels ont entamé un dialogue créatif. Après le concert, cette délégation a été reçue par les étudiants et responsables de l'Institut supérieur Mori Kanté de Dubreka pour des échanges culturels entre nos deux pays. Présentation des lettres de créance. L'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire a présenté officiellement les documents qui l'accréditent comme chef de mission diplomatique de notre pays près la République sœur de Côte d'Ivoire. Reportage Makeme Donzo.
Après une période d'attente, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, près de la République de Côte d'Ivoire, vient de remettre ses lettres de créance au président Alassane Ouattara. Cet acte est un grand pas vers l'accomplissement de sa fonction dans ce pays ami. Il intervient quelques heures avant la visite officielle et de travail du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Un excellent timing diplomatique. Ce qui lie la Guinée à la Côte d'Ivoire, deux pays frères, voisins, qui ont beaucoup en partage. Je sors de la présidence très satisfait. J'ai écouté attentivement les gentils mots que le président de la République de Côte d'Ivoire a placés à l'égard du président de la République de Guinée. Il a réitéré souvent les félicitations par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Dans ce pays voisin, près de 3 millions de Guinéens vivent. Renforcer la coopération bilatérale entre Conakry et Abidjan, défendre et sécuriser les intérêts des compatriotes font partie des priorités de l'ambassadeur Silla. Cette présentation a tout son sens dans la réussite de la refondation prônée par le président Mamadi Doumbouya. Un acte qui confirme le retour plein et souverain de la Guinée sur la scène africaine. En plus bref, coopération toujours, Conakry accueillera à partir de demain mardi 24 juin 2025 le colloque international sur le financement du développement local par les ressources minières couplé à l'Assemblée générale du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales. Cet événement de haut niveau regroupera les représentants des collectivités locales, des institutions de financement et des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts à ce rendez-vous panafricain. Dans l'actualité toujours, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, a visité les installations de l'usine FAP Gaz SA, une usine située à Contact, à la préfecture de Forêt-Caria. Des recommandations sur le respect des normes de sécurité et de protection de l'environnement ont été formulées. Reportage Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïchassila. À Contact, dans la préfecture de Forêt-Caria, il n'y a pas seulement que des projets miniers et portuaires, mais il y a aussi une unité de production de gaz butane domestique. Dans le registre de sa série de visites, le ministre des Transports fait une immersion dans les installations de l'usine FAP Gaz SA. Ce géant national de production et distribution de gaz butane domestique a une capacité de production de 1 million de bouteilles par an. On ne pouvait pas passer à côté sans avoir la curiosité de venir voir ce qui se passe ici. C'est ma première visite ici. Je peux avouer que je suis très agréablement surpris à la fois du processus, mais aussi du personnel. Quand on tourne, généralement quand on nous dit une infrastructure industrielle, on s'attend à voir des Chinois, des Indiens. Mais là, on voit un personnel local qui est en train de mettre en œuvre des compétences. C'est le moment de saluer cette volonté du chef de l'État de rendre les Guinéens autonomes dans tous les secteurs. Cette visite ministérielle dénote de l'engagement du président de la République à inviter les partenaires au respect des normes de sécurité et de protection de l'environnement. C'est une fierté qu'un ministre vienne voir ce que nous avons bâti ensemble pour la Guinée, pour les Guinéens, sous l'impulsion du président de la République, qui, je vais le rappeler, est l'initiateur de ce projet. Il nous a reçus une fois, il nous a demandé de trouver les voies et moyens pour développer le secteur gazier. Et l'une des pistes que nous lui avons suggérées à l'époque, c'était de réaliser une usine. Et sans hésitation aucune, il a donné son feu vert pour que l'usine soit réalisée. Ça ne s'arrête pas là. Dans les semaines, dans les mois à venir, nous allons mettre en place un dépôt de stockage, un stockage temporaire, qui sera suivi d'un stockage beaucoup plus grand, qui va peut-être contenir 7000 tonnes de capacité de stockage de gaz butane. Cette unité industrielle est l'œuvre d'un compatriote. Depuis son implantation, cette usine de fabrique de bouteilles FAP Gaz est en pleine mutation en termes de production et de distribution en faveur des populations. Elle offre également des milliers d'emplois aux jeunes.
Et puis l'accès au passeport désormais possible à l'intérieur du pays. Les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques sont lancées par le ministre Bachir Diallo. À Kindia, plus question de venir désormais jusqu'à Conakry pour ce document de voyage. Reportage Alpha Isiagaba, Souleymane Kondé. À Kindia, la ville des agrumes, la joie de la population est immense. Pour la première fois, les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques se font sur place. Le salut vient de la volonté politique du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait de la modernisation de l'administration publique une de ses priorités. C'est un sentiment de joie, de satisfaction et aussi de soulagement de savoir que non seulement moi, mais aussi tous les autres citoyens de la ville et la région de Kindia ne sont pas obligés d'aller jusqu'à Conakry avec toutes les tracasseries qu'on connaît, mais que nous puissions tout simplement venir ici et nous enrôler et obtenir les papiers dont nous avons besoin. Chers chefs de centre, ainsi qu'à l'ensemble des agents de la DCPAF, la Direction centrale de la police de l'air aux frontières, vous avez entre vos mains un outil de souveraineté moderne, le passeport. Il ne s'agit pas seulement de recueillir des données, mais de garantir que chaque passeport délivré soit légitime, sécurisé et conforme aux lois de la République. Le dispositif est déjà mis en place. Les désireux de passeports biométriques peuvent désormais se rendre simplement à la direction régionale de la police de Kindia. Comme à Conakry, les citoyens vont patienter environ un mois après l'enrôlement pour entrer en possession de leur précieux sésame. Ce document biométrique que nous lançons aujourd'hui à Kindia, c'est pour dire aux citoyens qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de démarcheur entre les citoyens et les gestionnaires de ce document. Si le gouvernement, le ministre de la Sécurité, a pris l'initiative de faciliter l'obtention de ces documents aux citoyens de la région de Kindia, entre nous ne devons plus rencontrer de difficultés. C'est de porter à vos pieds, partout où vous êtes, les services essentiels de l'État. Et le service essentiel de l'État dont il s'agit, c'est le passeport de 1958. C'est en 2025 que cela a été rendu possible grâce à l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République. Dans ces opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques, toutes les régions administratives sont concernées. Deuxième et dernière phase, les régions de Boké, Labé, Farana. Intéressons-nous à présent à l'armée. Allons dans l'enceinte de l'école militaire technique de Falé-Sadé. Un événement capital s'est déroulé là-bas, marquant une avancée significative dans la sécurisation du territoire. 31 militaires sont honorés pour leur engagement et leur persévérance. Issus des unités d'élite, ces soldats ont reçu leur certificat d'éléments opérationnels en déminage et dépollution de niveau 1. Cette cérémonie d'envergure a été présidée par le commandant adjoint du groupement des forces spéciales. Reportage adjudant Abdul Kader Kamara. Ils sont 31 militaires, sous-officiers et hommes du rang à recevoir leur certificat d'éléments opérationnels en déminage et dépollution de niveau 1 ici à l'école militaire technique de Falé-Sadé. Ces soldats, issus majoritairement des unités d'intervention, notamment le groupement des forces spéciales, GFS, le groupement d'intervention rapide GFIR, le bataillon autonome des troupes aéroportées BATA et le bataillon du génie militaire, constituent désormais la première promotion de ce stage. Parmi eux figurent également les éléments des bataillons opérationnels régionaux BOR, actuellement déployés pour la sécurisation de nos frontières. Vous êtes désormais équipés non seulement d'outils, mais aussi la conscience de l'impact des munitions obsolètes, des munitions tirées non explosées, des munitions abandonnées, des mines antipersonnelles de tout genre, des engins explosifs improvisés. Donc, restez vigilants, exigeants et déterminés dans toutes les décisions que vous allez prendre. Durant votre séjour ici, vous avez fait preuve de détermination, de résilience et de curiosité.
Ces qualités, je l'espère, vous accompagneront dans votre parcours professionnel. Durant 4 mois, ces soldats ont suivi une formation intensive dont le programme a couvert les domaines essentiels tels que les connaissances militaires générales, l'entraînement sportif militaire et les outils de base de la spécialité EOD, éléments opérationnels en déminage et dépollution. Ça a été pour nous une très grande opportunité de participer à cette formation. Parce que nous manipulons des munitions tout au long de notre carrière dont nous ne connaissons pas réellement les dangers. Et arriver dans cette école, ça nous a permis de comprendre comment fonctionnent ces munitions et quels sont les dangers qui sont liés à ces munitions. Dans le cadre du déminage, la première erreur est la dernière. Il faut l'apprendre correctement. Si on a le personnel qualifié qui peut vraiment diminuer le risque de ces menaces, ça ne fera qu'être encouragé et félicité. Cette journée historique s'est clôturée par la plantation de plusieurs arbres fruitiers au sein de l'école. Un geste symbolique marquant le passage de cette promotion et laissant un souvenir durable de leur formation. Et pour lutter contre les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans les préfectures de Dinguiraye et Kouroussa, les agriculteurs et éleveurs bénéficient de l'assistance. Il s'agit des parcs collectifs à bétail et des intrants agricoles pour les paysans et éleveurs de ces localités. C'est un coup de pouce de l'Agence française de développement à travers le projet de développement du bassin arachidier de Dabola. Reportage Silati Kourouma, Marwan Kamara. Dans les préfectures de Kouroussa et d'Inguiraye, l'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus pour les populations. Dans ces localités, les activités de ces deux secteurs se partagent les mêmes espaces, ce qui est une source de conflits récurrents entre les acteurs. Pour prévenir et lutter contre ce phénomène, des parcs collectifs à bétail sont remis aux éleveurs de Fadou Saba et Selouma. Et nous en avons profité pour remettre 2 parcs à bétail de manière officielle. L'avantage, c'est que d'une part, les populations vont pouvoir parquer leur bétail et ainsi éviter des tensions qui peuvent parfois dépasser la naissance pour aller vers des tensions un peu plus exacerbées entre planteurs et éleveurs. Nous sommes contents du parc parce que non seulement le parc là, une fois utilisé, ça va nous permettre d'éviter souvent le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ce conflit est très récurrent dans notre jeune, mais aussi ça va nous permettre d'éviter le vol de nos bétails. Au-delà de ces parcs collectifs à bétail, des intrants agricoles sont mis à la disposition des paysans de Sissela dans la préfecture de Kouroussa. Un programme financé par l'Agence française de développement AFD est mis en œuvre par le projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola, PEDABAD. L'objectif, c'est d'abord de pérenniser ces semences. Nous savions déjà qu'il y a une usine qui est installée ici à Dabola, qui ne marche pas aujourd'hui. Donc nous pensons qu'après la fin du projet, l'usine peut être en capacité de marcher une fois que les semences d'arachide déjà sont pérennes et sont ici disponibles dans la localité, dans la zone de projet. Cet accompagnement du PEDABAD pourrait réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi accroître la productivité agricole de ces différentes localités. Recensement des populations guinéennes, le processus se poursuit à l'extérieur. En France, par exemple, 8 villes ont été choisies pour abriter cette opération en faveur de nos compatriotes. L'île fait partie des villes retenues. Reportage Sekou Fernand Koroma, Alia Dion Keita. Ce processus permet à chaque Guinéen d'obtenir un numéro d'identification unique nécessaire à la délivrance des documents d'état civil et à la participation aux élections. Objectif visé, moderniser les services d'état civil. C'est dans ce contexte que le gouvernement a déployé des agents recenseurs dans toutes les représentations diplomatiques. En France, le processus se déroule normalement et les villes choisies pour abriter les opérations d'enrôlement sont à la tâche. C'est un devoir pour nous de participer à cet acte citoyen. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous avons une forte mobilisation de la diaspora guinéenne des Hauts-de-France qui vient répondre à cet appel patriotique. Donc nous sommes très contents et très honorés. Nous sommes satisfaits
par la qualité de la mobilisation, surtout par la discipline qui caractérise les populations guinéennes établies à Lille. C'est comme pour dire que la stratégie mise en place dans le cadre du recensement des Guinéens établis en France se déroule très bien dans cette ville. Pour s'enquérir de l'évolution parfaite du processus, l'ambassadeur de la République de Guinée en France est rendu à Lille, une des 8 villes retenues pour abriter les opérations de recensement dans l'Hexagone. Depuis le lancement du processus de recensement à Paris et dans les provinces, nous sommes agréablement surpris aujourd'hui à Lille de constater que ce processus se déroule dans de parfaites conditions, dans la discipline, dans la cohésion, dans le respect et surtout dans le calme. L'identification biométrique est une priorité nationale. Elle constitue un socle incontournable pour une administration performante, une meilleure inclusion sociale et un accès équitable aux services publics. Le comité de pilotage du projet d'appui au développement industriel et à la résilience des entreprises vient de tenir sa toute première session. Objectif, présenter et adopter son plan de travail et budget annuel 2025. C'est un projet conjointement financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 15 600 000 $. Abdul Karim Kamara. Au commencement est l'état d'un environnement économique et financier. Imaginez celui-ci avec une informalité des entreprises, une dispersion des interventions en faveur du secteur privé ou encore la non-mise à jour de certains documents d'intervention stratégique. Aujourd'hui, le projet d'appui au développement industriel et à la résilience des PME, PADIR PME, est ce dispositif qui pallie ces insuffisances en Guinée. Ici, les membres de son comité de pilotage se retrouvent pour la présentation et l'adoption du plan de travail et budget annuel 2025. Ce projet, c'est comment traduire en des faits concrets la politique nationale de développement industriel qui vient d'être adoptée par le gouvernement. La seconde dimension, c'est l'appui institutionnel. Vous avez un ensemble d'acteurs qui interviennent en faveur du secteur privé. Il faut renforcer leurs compétences pour soutenir convenablement le secteur privé. Le PADIR PME a 3 composantes et les structures bénéficiaires des activités planifiées pour 2025 sont pour la plupart logées au ministère du Commerce, Industrie et PME. Cela arrive à un moment où un recensement général des entreprises industrielles a donné naissance à une cartographie de l'industrie guinéenne. Ce projet nous appuie pour continuer ce travail que nous avons déjà commencé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique. Donc la vulgarisation de la politique nationale de développement industriel sur l'élaboration des textes réglementaires dans la mise en œuvre du Conseil national de l'industrie. Le projet PADIR PME est financé conjointement par la Banque africaine de développement et le gouvernement guinéen à hauteur de 15 600 000 $ et l'exécution des tâches est assurée par l'unité de coordination et d'exécution des projets. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.